Lui, c'est Justin Lalonde. Il a commencé par lancer des vidéos sur YouTube à 14 ans, ensuite il s'est orienté dans le marketing. 10 ans plus tard, il gère plus de 15 millions par an en ad spend, principalement aux US, avec son agence de marketing payadvertising.com. C'est une agence d'acquisition et il est créateur également du programme Ad Engine Inner Circle, un accompagnement pour scaler en ads. Justin Lalonde est l'un des nouveaux visages du media buying. Il a pu travailler avec des gros noms tels que Tai Lopez et Iman Gadzhi. En mai dernier, il a fait sa première conférence à Montréal devant 450 personnes et il a réitéré cela ensuite au Elevate, un événement à Montréal devant plus de 1200 personnes. Justin croit que dans un marché saturé, les ads seules elles ne suffisent plus et qu'il faut vraiment se différencier et pour cela c'est la marque personnelle, le contenu organique et l'identification qui fonctionnent. Dans cet épisode, on va parler de son programme MyTicket, de sa vision de la publicité pour 2026, de sa gestion du temps et de ses projets, et surtout de comment il reste toujours à la page dans un marché en perpétuelle évolution. C'est un honneur de l'accueillir sur mon podcast. Bienvenue à toi, Justin Lalonde. On va commencer dès le début, c'est un honneur de te recevoir sur ce podcast. Merci, content d'être là. On s'est rencontrés lors d'un événement à Montréal, au Closer. Ouais. Très très cool. Moi je te suivais depuis assez longtemps sur du contenu que tu faisais. Un peu la référence du contenu que j'écoutais pour être à la page sur les sujets de media buying. Et raconte-nous un peu comment ça a commencé. Tu vas commencer en faisant des vidéos sur YouTube. Exact. Et ensuite, tu vas switcher. Raconte-nous tout ça. Ouais, ça fait quelques années quand même. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire des vidéos. En fait, ma première vidéo, j'avais 12 ans. J'ai fait un sabbatique de 2 ans par la suite, avant de me lancer vraiment en contenu. Des vidéos Minecraft, Counter-Strike, Call of Duty, et puis Clash of Clans, ça, j'y ai joué beaucoup. J'ai jamais fait de vidéos, par exemple. J'étais plus sur les jeux PC dans le temps, puis un petit peu d'Xbox. J'ai fait ça peut-être 1 an, jusqu'à temps que je réalise que j'étais pas assez bon jeu vidéo pour vraiment en faire une carrière. Je souhaitais à la base être un joueur de jeux vidéo professionnel, puis je me suis rendu évident que ça allait pas être le cas. Mais j'avais comme un souci du détail, si on veut, puis ma marque personnelle me gossait, même jeune. J'étais comme, j'avais pas de logo, j'avais pas de banner, j'avais rien nécessairement qui faisait que j'avais de l'air professionnel. Puis je streamais sur Twitch, j'avais pas d'overlay. Donc je me suis appris en fait avec des vidéos YouTube à faire du graphic design. Parce que j'ai commencé à faire du contenu par la suite sur le graphic design. Puis c'est là que j'ai bâti une petite marque personnelle qui m'a apporté des clients, entre autres par l'entremise de YouTube puis Twitter. Fait que j'ai comme commencé en freelance, si on veut, à l'âge de 15 ans. Ok. Tu faisais des logos, ce que tu pourrais faire Media Maker maintenant, un peu dans ce style-là? Genre, ouais, exact. Fait que c'est ça, des logos, des bannières comme Twitch, des bannières YouTube, des overlays, même des tomes pour les vidéos YouTube. Fait quoi. Okay. Tu faisais tes premiers contrats de freelance en étant mineur? Ouais, exact. J'avais un compte PayPal dans le temps que je m'étais ouvert. Okay. Puis c'était là que j'avais toutes mes transactions. Je me rappelle, comme les premières fois, je l'ai fait gratuitement. C'était même pas quelque chose qui, dans ma tête, avait du sens dans le temps de se faire payer. Jusqu'à temps qu'on me le demande. Comme je postais tous mes designs sur Twitter. Puis souvent, ce que je faisais, c'est que je faisais des designs gratuits mais pour des gros streamers. Puis je les taguais. Puis là, c'est arrivé quelques fois qu'il y en a qui faisaient un retweet. Puis là, ça me donnait un peu d'exposure. Puis là, j'avais des gens qui, soit en commentaire ou m'envoyaient un DM. Hey, peux-tu me faire une bannière? Combien tu me chargerais? Je fais comme, dans ma tête, j'aurais rien chargé. Là, c'est à coût de 5$ la première fois. Puis là, 10$. Puis là, 15$. Puis là, de voir que, oh my God, j'étais capable de faire de l'argent. Fait que ça a été ma première expérience de make money online, si on veut. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un nom en particulier d'une personne qui a retweet, qui était connue à l'époque ou... Un nom en particulier, ça m'échappe. C'est un gars, par exemple, il y avait un clan gaming qui s'appelait L7 Gaming ou genre Lucky 7. Je sais que c'est un streamer pour cette équipe-là qui avait retweet. Ça a été un des premiers vraiment qui a apporté une couple de clients. Ok, ouais. Trop bien. Trop bien. Alors, on va parler de tes 2 activités. Donc, tu as 2 grosses activités. Après, tu pourras peut-être parler d'autres choses si tu as d'autres projets aussi également. Tu as ton agence d'acquisition, payadvertising.com, et ton programme d'accompagnement. Commençons par l'agence. Ouais. Comment tu as grossi ça? Comment tu as pris tes premiers clients? Si tu veux parler un peu de chiffres, de ton équipe, ton organisation. Ouais. Je sais que tu as un gros focus sur construire une team qui est tout le temps là avec des media buy, copywriters, etc. Ouais. Raconte-nous un peu de ça. J'ai commencé l'agence en 2020. Avant, j'étais vraiment dans le mindset freelance. Je faisais ça temps partiel pendant les études. Media buying seulement en freelance? Non, vraiment design encore. Donc, quand j'ai commencé l'agence, c'est là aussi que j'ai commencé le media buying. Okay. Donc, en fait, la transition s'est pas faite tout de suite. Les premiers 6 mois de l'agence en 2020 j'étais une agence créative. Donc, j'ai engagé en fait je faisais une technique en graphic design au cégep. Il y avait une fille qui était dans ma technique qui était quand même très bonne en design. Ça a été ma première contractor que j'ai engagée à l'agence. On faisait surtout des sites web dans le temps, puis aussi des branding packages, mais là, pas pour des gens dans le gaming space, un peu n'importe quelle entreprise locale. Fait que ça, j'ai fait ça quelques mois, mais
tout de suite, en fait, c'est que j'avais un ami à moi qui avait une agence media buying pour les courtiers immobiliers. Ok. Faisait beaucoup plus d'argent que moi. Puis, ce que j'aimais de son modèle également, c'était la récurrence. Alors qu'en design, c'était des one-time. C'était un site web une fois, puis là, les gens ne revenaient pas par la suite. Donc, c'est là que j'ai fait le pivot. Puis, je me disais, je suis déjà bon en design. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait pas le design, mais des ads? Donc, on a ajouté le media buying, puis on s'est dit, on va aller dans ce space-là. Ça s'est fait au début 2021 que j'ai fait le pivot. Donc, je veux dire, là, je vais essayer de faire presque 4 ans et demi, 5 ans en quelques secondes. Là, mais j'étais encore chez mes parents dans le temps. J'étais encore même aux études. J'étais dans ma dernière année d'études, chose que j'ai gradué en 2021. J'ai parti l'agence avec un seul contractor. On a monté ça. J'étais comme à 13-14 000 par mois avant de graduer. Ce qui a fait en sorte que j'avais, encore une fois, un contractor temps partiel. Donc, c'était majoritairement des profits. Ce qui m'a permis après ça de move out, donc d'avoir mon propre appartement. De là, j'ai eu mon premier employé temps plein, j'ai eu de plus en plus de clients. Dans le temps, c'était 100% cold email là, que je faisais pour la prospection. J'ai commencé, par exemple, au tout début, donc en 2021, j'ai recommencé en fait le contenu, puis j'ai arrêté pendant plusieurs années. Puis là, je me suis dit, OK, je le fais à fond, comme j'y vais, media buying content sur YouTube. Comme j'aimais le contenu, puis j'étais déjà habitué dans les années avant. Je pense que j'avais déjà presque 400 vidéos sur YouTube que j'avais faites dans les années avant. Puis, une fois que j'ai commencé, ça a pris presque 2 ans avant que ça pick up. Là, ça a été 1 an et demi au moins, je dirais. Là, donc, commencer le contenu en 2021, fin 2022, ça a vraiment été là que je peux dire que j'ai eu des clients qui provenaient du personal brand. Mais pendant ce temps-là, jusqu'à ce moment-là, moi, c'était 100% cold email là, pour l'acquisition de clients. Depuis, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, là, je fais comme un gros gap, un saut dans le temps. Aujourd'hui, m'excluant, on a 10 ou 11 employés, dont 3, 4 là, temps partiel. Fait que le reste, c'est vraiment temps plein. Quelques-uns sont au Québec, plusieurs en Europe à ce niveau-là. Je ne me limite pas par le pool de talent parce que, honnêtement, je n'ai pas nécessairement le besoin. Là, on est majoritairement en anglais de toute façon avec la clientèle. Puis, manage, tu disais tantôt, on fait 20 millions par année en ad spend en dollars US, donc presque, je pense qu'en dollars canadiens, c'est quoi, 25-26 millions. Principalement, on fait pretty much 90% de ça, c'est sur Meta. On fait un petit peu de Google puis TikTok également. On travaille à l'agence avec une vingtaine de clients, puis Ad Engine, 50 de clients à ce niveau-là. Ok, donc Ad Engine, ton programme d'accompagnement. Exact. Ouais, on va en parler juste après. Au niveau de l'agence, c'est quoi tes process? Comment tu fais le client de contact? Tu le scales? C'est quoi? Quelle est ta promesse? Quelle est ton offre? Ouais. Comment tu gères ça? Ouais, donc je me suis de façon intentionnelle dumb down, si on veut, dans le service. Je dis tout le temps, on est niché dans le mécanisme et non dans l'industrie dans laquelle on dessert. Donc, je travaille pas qu'avec des coachs, des formateurs ou que des e-commerçants. On travaille avec tout type de business à l'agence, mais notre service est assez niché, c'est vraiment de la pub. Donc, quand un client vient à nous, habituellement, on est assez clair dès le départ qu'on les aide pour une chose spécifique. Ceci étant dit, le processus va vraiment... Ça dépend beaucoup du type de client parce qu'un e-commerçant versus un coach ou une entreprise locale, par exemple, en wealth management, n'ont pas les mêmes besoins. On va toujours faire dit là, au début, donc pendant quelques heures, que ce soit moi ou l'équipe va regarder le tunnel de vente, va regarder les pubs actuelles, s'ils en ont. Puis s'ils en ont pas, c'est un peu plus facile. On est capable de leur montrer le gap avec voici nos études de cas, voici ce que tu n'as pas, voici ce qu'on va implanter. Puis habituellement, l'équipe va faire 5 à 10 jours, gros max de recherche, puis de scripting pour les premières pubs. VSL s'ils n'ont pas de VSL ou webinaire s'ils ont besoin d'un webinaire. Scripting également des landing pages. On va envoyer ça après ça en construction pour ce qui est des landing pages. Ce qui est des ads par la suite, on va le faire à l'interne avec les monteurs. Off we go. Donc, 2 semaines max là, environ pour un onboarding, puis on commence à faire la pub. Je te dirais, le temps typique, honnêtement, si tu, de façon intentionnelle, tu analyses ton data, métrique, tout ça, nouvelle offre, nouveau funnel, ils n'ont jamais fait de ads. Habituellement, tu es capable d'être profitable en 3 mois. Là. Ça m'étonnerait que ça prenne plus longtemps que ça. Si tu ne l'es pas, c'est soit parce que ce qui arrive souvent dans un modèle d'agence, c'est la résistance aussi du niveau du client, qu'ils ne veulent juste pas implanter. C'est souvent là que ça fait comme un clash. Mais si j'ai 100% le contrôle de l'offre, je serais prêt à garantir là, quand dans 3 mois, on est capable d'avoir des résultats. Est-ce que tu te baques sur les contrats là-dessus pour éviter justement de perdre 3 mois T'es quoi comme modèle d'affaires? Tu es en retainer? Ouais, j'étais en retainer flat. Ça fait plusieurs années, on n'a plus de garantie. On n'a plus besoin de les offrir, honnêtement, vu peu plus la renommée et le branding. Puis d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de l'offrir pour la majorité du temps pour la simple et unique raison que ça attire pas le bon client. Là. La garantie, c'est si tu suis les étapes que je te présente, c'est impossible que tu vas pas avoir de résultats. Je le répète, c'est vraiment là des fois que ça fuck dans le deal si on veut. Là. Ouais, complètement. J'ai eu plusieurs fois le cas, je l'ai en ce moment d'ailleurs. Comment tu évalues le meilleur mécanisme de conversion? Si par exemple on va prendre l'exemple des wealth managers, ouais.
j'ai eu quelques bids sur des wealth managers. J'ai le problème de la question qui tue. Comment tu targetes des gens qui ont un net worth de 10 millions sur Meta, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu leur réponds? Qu'est-ce que tu leur mets en place? Comment tu t'adaptes à ça? C'est une bonne question parce qu'en plus, c'est un client actuel. Ça, le Wealth Manager qu'on parle. Ils sont en Alberta, puis ils ont comme 2 emplacements, Alberta puis UK. Donc, ils font Canada de l'Ouest puis UK. Quelle est leur offre? Ils sont sur quoi comme niveau de portefeuille sur leurs clients? Il faut que la personne ait un net worth d'au moins 5 millions pour être capable de travailler avec eux. Ok, parfait. Ouais. C'est exactement Puis la c'est question. c'est du estate puis du will planning qu'ils font. C'est assez cocasse aussi, je dirais, parce que quand tu regardes en fait leur offre, c'est pas juste comme du financial planning. C'est pas genre avec qui tu vas séparer ton argent quand tu meurs. Ils nous parlent régulièrement qu'ils ont des demandes tellement, pas d'autre mot que farfelu, là, dans le sens que ils veulent faire un caméo avec une célébrité qu'ils connaissent pour leur funérailles quand ils meurent. Puis là, des genres d'affaires en tout cas, que je m'attendais pas. Bref, je vais un peu sur une tangente, là, mais revenir à la publicité en leur compte, on fait un webinaire. Ils font un webinaire à tous les 2 semaines. Fait qu'on fait un webinaire en mode evergreen, mais il est live à chaque fois, donc il n'est pas automatisé. C'est la owner qui fait le webinaire. J'aurais tendance à dire que ce qu'il y a, c'est que la owner de l'entreprise, elle est la niche. Elle a l'air d'une dame aisée. Je pense je sais pas son âge exact, je la place dans la fin quarantaine, cinquantaine. Elle parle doucement, tu as toujours plein de bijoux, de l'or, du diamant. Elle est assise là, en grosse table en bois massif. Puis tu fais comme, bon, l'environnement, puis là, je reviens à ta question plus précisément. Comment tu target un high net worth individual? Ben, premièrement, il y aurait comme les genres de visual cues. Qu'est-ce que tu vois dans la pub? Si elle faisait ça dans son auto, en train de conduire, je pense pas que ça marcherait. Elle a l'air d'être quelqu'un qui est dans un background, pas trop professionnel avec des grosses caméras puis tout ça, mais comme dans une maison de quelqu'un qui a de l'argent ou dans la cour arrière d'une maison de quelqu'un qui a de l'argent, par exemple. Donc ça l'aide beaucoup. La deuxième chose aussi, c'est les problèmes. Les types de ads qui marchent avec elle le mieux, c'est des storytelling. Donc, c'est beaucoup parler au jet. Donc, c'est plus des... Elle va parler d'histoires, dans le fond, qu'elle a vécu avec des clients. Fait que souvent, nous, pour travailler avec elle, pour lui faire des scripts pour les ads, on fait comme quasiment des mini-interviews. Genre, parle-nous un peu de... T'as-tu eu des histoires qui se sont passées avec des clients récemment? Puis, on va essayer de cibler comme les genres de... Tourner l'histoire en un genre de major problem que les gens qui ont 5 millions ou plus de net worth ont. Donc, c'est tellement niché comme problème que you can't fake this. Genre, c'est vraiment difficile à rendre ça faux. Donc, au bout de la ligne, l'histoire est relatable pour l'audience. Le background est relatable. La femme qui est devant la caméra aussi fait partie de l'audience. Je reviens au fait que si moi, un jeune serait dans mon auto avec ma caméra, puis je fais comme « Hey, if you're 5 million individual », personne qui m'écouterait là, comme j'ai pas l'air du gars de confiance pour cette audience-là. Fait que je pense que tout ça aide avec ça, ouais. C'est jouer avec les... c'est ça, moi j'avais ça en tête, le background design, dans un beau design. Ok. Ouais. Ok, trop intéressant. Trop intéressant. Et quel est le... Donc là, tu es à 11 employés, vous êtes à 10 clients. Non, 20 clients, ouais. 20 clients, tu m'as ouais. dit. Vous comptez grossir? C'est quoi la suite pour ton agence? Je suis tellement partagé avec ça récemment. C'est une grosse réflexion que j'ai parce qu'on a plus de demandes de clientèle que ce qu'on prend, puis ça depuis comme 1 an et demi. Ouais. Fait que c'est une bonne position. Habituellement, présentement, l'agence, ça a toujours été 1 mois, 1 mois et demi de waitlist au moins avant de pouvoir faire un onboarding. Mais là, on a commencé à faire de la publicité dans le marché francophone qui marche très bien. On a sorti comme un palier un peu plus bas à l'offre d'agence, une offre un peu plus automatisée qui permet aux gens de rentrer puis éventuellement de aller dans notre full offre là, qu'on a avec plus de contenu de publicité, d'automatisation et tout ça, qui marche très bien, plus que je pensais. Fait que c'est difficile parce que la seule chose qui m'empêche de dire un oui si je veux scale l'agence, c'est de scale le personnel. Puis pour moi, j'essaie en ce moment, depuis 2 mois, de me mettre dans le mindset avec le AI, comment je peux faire en sorte d'avoir le scale de client sans avoir le scale de personnel. C'est un peu le mindset dans lequel je suis en ce moment avant d'essayer d'engager plus. Fait que c'est comme mon bottleneck, si on veut en ce moment, c'est à savoir si j'engage ou pas. Si j'engage, demain matin, on est capable de scaler, c'est certain. Je pense qu'on est capable d'aller au moins à 30, 35, si c'est pas 40 clients. Après ça, c'est est-ce que je veux? Est-ce que je veux le lifestyle qui vient avec une équipe presque le double de ce que j'ai en ce moment? Je sais pas. OK. Parce que tu es CEO, hein, t'as pas de CEO, t'as pas de COO. Non, exact. Que des chefs de pôle. Ouais. Je le rapporte direct dans beaucoup de cas. Donc, la majorité des membres de l'équipe se rapportent à moi. Ce qu'il faudrait que je fasse, puis je le sais déjà, dans le sens que si je veux continuer à scale, je vais avoir le awkward phase où je vais avoir comme encore plus de membres d'équipe qui vont être des rapports directs. Puis là, ça va être encore plus de travail pour moi. Puis là, si je suis capable de break through
ça, ben là, je vais être capable d'avoir un genre de CEO, par exemple, ou Operations Manager, peu importe, où l'équipe va se rapporter à cette personne-là. Ça demande vraiment d'aller dans un autre palier. Puis là, c'est à savoir si je veux ou non. Parce qu'à l'inverse, AdEngine, mettons, qui est notre programme, notre coaching, consulting, c'est beaucoup plus scalable. Fait que c'est un peu tout le temps là que comme tiraillé entre les deux en me disant, est-ce que je scale le coaching, je scale l'agence? La décision a été depuis un an, scale plus le coaching, chose que je fais. Il y a un an, on était comme à 8 clients qu'on coachait en tout temps. Là, on est comme à presque 50. C'est plus là que je me concentre, je te dirais, pour la croissance qu'autre chose. OK. Bah, faisons la transition sur ton programme. AdEngine, qui est un programme où tu apprends à scaler les ads en leverage au maximum l'IA. Ouais. Parle-nous-en un peu. Moi, j'ai vu le pitch, je connais bien ta VSL, je connais bien ton offre, je connais bien tes ads. Ouais. Parle-nous un peu de ce programme-là. Qu'est-ce que tu offres là-dedans? On peut mettre un lien aussi également sous la vidéo. 100%. Dans AdEngine spécifiquement, ce qu'on fait, en fait, c'est à 3 volets. Je dirais, le premier volet, c'est le volet programme. Donc, les gens ont des modules, ils peuvent les écouter. Ça leur montre les bases du marketing, comment penser, en fait, à faire un ad creative, donc la publicité même, et non que le media buying. Je te dirais que 80 à 90% du contenu est basé plus sur la pub que sur le media buying. De façon intentionnelle, j'ai très peu de contenu sur le media buying parce que je pense que ça perd son importance avec le temps. Puis après ça, tu as l'aspect accompagnement. Fait que les gens ont un canal sur Slack, one-on-one avec moi et l'équipe, donc ils peuvent en privé nous écrire toutes questions qu'il y a à tout moment de la journée. On a des appels de groupe de coaching à tous les jours. Puis ils peuvent demander des audits de compte aussi. Là, on a accès dans le fond compte publicitaire des clients, donc ils peuvent nous demander un audit n'importe quand. Donc on peut les aider dans le fond avec ça. Puis tout ce qui me manque que je n'ai pas mentionné, c'est tout récemment, on a notre software, si on veut, qui voilà comme étant un genre de GPT, mais qui a été construit dans le fond avec mon knowledge, nos SOPs sur t'aider step by step à écrire une pub, faire de la recherche de marché, review tes stats dans ton ad account actuellement. Donc, le lancer, si on veut, en vraiment early phase au mois d'août, là, comme full-fledged software depuis une semaine. Donc, okay. J'ai vu l'annoncement, j'ai bien aimé la headline. Ouais, la headline. Marketing Team Sucks. C'est quelque chose comme Creeps. Je suis pas bon, je l'ai même pas dans ma tête. C'est l'équipe qui l'a écrit. C'est quelque chose qui est comme psychologically aligned ad creatives ou une affaire comme ça, qui est juste notre genre de USP, si on veut, avec l'agence. C'est vraiment de retourner dans les marketing fundamentals des années 60, des années 70, où c'est genre là que la série sur Netflix, par exemple, Mad Men, là, qui est sur Madison Avenue, tout le monde qui était dans ce space-là, dans ces années-là, a tellement fait d'argent. Puis quand tu viens étudier ce que ces copywriters-là faisaient dans le temps, tu réalises que c'est la même chose aujourd'hui, juste avec du shiny stuff par-dessus, là, qui est l'algorithme, le meta, le media buying, le ci, le ça, mais comme c'est les mêmes bases. Là. 100%. Ouais. Je vois beaucoup de gens qui se perdent dans le volume, parce qu'il faut faire du volume, on va en parler juste après. Ouais. Mais si tu n'as pas les fondamentaux, tu peux faire du volume, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Okay. Exact. Okay. C'est un programme de combien de temps? De 6 mois? C'est month to month. Donc, les gens, habituellement, ils peuvent rejoindre par mois. Quand on fait des événements en personne ou des webinaires ou peu importe, habituellement, on va le pitcher comme une offre de 6 mois. Puis c'est plus rentable pour nous. Deuxièmement, pour le client, notre lifetime value moyen, anyways, est 6 mois. Okay. Puis, on leur donne comme un discount. T'sais, of course, s'ils font un genre de prepaid option pour 6 mois. Okay. Est-ce que tu embauches des gens de ton programme Ouais, majoritairement, en fait, le monde qui travaille maintenant à l'agence vient du programme. Donc, notre closer, Nick, venait de AdEngine. Un nouveau copywriter, Marc, venait d'AdEngine. Donc, Georges, qui est aussi un media bar, venait d'AdEngine. Donc, AdEngine, c'est assez varié. C'est un peu comme l'agence. C'est niché dans le mécanisme. Mais tu sais, on a des agences, on a des media bars, on a des local business, des infopreneurs, des coachs, des e-commerçants. Fait que ça fait en sorte que j'ai comme un pool assez varié de gens qui soit peuvent donner des clients d'agence, qui est là en ce moment, c'est aussi ça. Là, genre, on a un client par mois au moins qui ascend de AdEngine à l'agence, ou ça me donne des employés potentiels aussi. Ça peut être un bon moyen de scale ton agence en faisant un rapport de main-d'œuvre et client qui vient du AdEngine. Puis grossir ça comme ça. Souvent, c'est que je le sais, j'ai comme confiance qu'ils connaissent nos méthodes, SOPs, etc. Parce que comme en plus, j'aime surtout si on va embaucher à l'interne comme un client qui a travaillé avec nous pendant au moins plusieurs mois. Comme ça, je sais que j'ai eu le temps de le voir évoluer puis de voir comme une certaine progression. Genre, Marc a travaillé avec nous, je pense, 3 ou 4 mois. Nick, il a travaillé avec nous comme, je pense, 6, 7, 8 mois. Fait que j'aime ça, quelqu'un qui ça fait au moins une couple de mois là, qui a eu le temps d'être dans le programme puis de vraiment progresser. Là. Ouais, c'est très très sain. Ok, trop bien. Parlons changement récent qu'il y a eu. Tu as fait une très belle vidéo à ce sujet-là. Conflit qu'il y a eu avec ce que Hormozy propose dans son livre. Ouais. J'ai vu ta vidéo hier là-dessus à ce sujet. Je regardais pour préparer un peu l'interview.
Et je me rappelle avoir vu ce truc-là qui passait dans un des projets dans le Slack d'équipe. Et j'ai vu ça et je me suis dit, merde, mais c'est juste pas possible. On mettra l'image sur la vidéo. Où alors Mozy il propose de faire 50 hooks, 3 body. Andromeda est arrivé et on va voir beaucoup plus de volume. Par contre, je mets ça en perspective parce que donc, Andromeda est arrivé, pour faire un petit contexte, et privilégie le volume dans l'adressement de tous les segments de marché sur le panel que tu peux avoir dans ton offre pour faire de la pub. Par contre, donc ça, moi, c'est quelque chose que j'applique. J'ai vu des choses bien fonctionner. Dans un contexte de lancement ponctuel, je trouve que c'est moins vrai encore. Je trouve qu'il y a besoin d'avoir du temps pour que ça décante et qu'en fait le budget se mette dans toutes les ads et qu'il y ait vraiment le truc d'Andromeda qui fonctionne. Là récemment j'ai encore testé, on a fait un lancement hier, on avait à peu près 70 000 Canadian dollars en pub et on a essayé de faire ces grosses ABO ces grosses CBO avec un ad set et plein d'ads. Dans un contexte ponctuel, ça reste compliqué. Ouais. Et on a fait le test là-dessus, mais j'aimerais bien avoir ton regard. Ouais. C'est sûr que j'utilise beaucoup l'angle d'Andromeda en ce moment sur mon contenu parce que toutes les vidéos que je fais dessus, comme ils deviennent virales. Là. Genre, oui. c'est dans le space, c'est comme le thing là, que tout le monde parle. Personne n'en parle bien. Ouais. C'est hyper qualifiant pour toi, surtout. Puis c'est nouveau. Fait que je pense comme... J'ai remarqué de toute façon avec le temps, on a 5 ans de contenu continu sur YouTube. Quand il y a comme un nouveau shiny mechanism par rapport à Meta, tout le monde porte attention. Là. Donc là, c'est Andromeda. J'ai refait une autre vidéo que j'ai enregistrée aujourd'hui d'ailleurs, qui va être là la semaine prochaine encore une fois par rapport à Andromeda, mais là un peu différent. Il faut comprendre, puis je pense que je vais revenir à l'analogie que j'ai partagée dans la vidéo d'aujourd'hui. Andromeda, c'est une partie de 4 sur un rollout de AI features que Meta a fait dans la dernière année et demie. La première, dans le fond, c'est MetaGem, qui est la meilleure analogie, c'est comme le cerveau. C'est genre le cerveau, en fait, qui a toute l'information sur tous les placements, les utilisateurs, leur behavior, ce qui t'intéresse, peu importe. C'est englobé dans MetaGem. Par la suite, tu as MetaLattice, MetaLattice, c'est comme la librairie, si on veut, c'est la bibliothèque. Donc, c'est là que l'information, dans le fond, elle est stockée. Puis avant MetaLattice, dans le fond, puis ça fait partie d'Andromeda, là, puis là, j'y vais très technique, là, mais l'information était catégorisée par format, surtout sur Facebook, puis en silo. Fait que si on veut, Meta, dans le fond, avait comme... Si tu faisais une publicité, par exemple, pour un format Reel, ben Meta avait comme une banque d'informations sur comment les publicités, normalement, qui performent en Reel ont l'air, qu'est-ce que les gens interagissent pour un Reel. Puis là, il y avait une autre librairie, si on veut, aux bibliothèques pour Feed, puis là, Stories. Mais là, avec MetaLattice, ce que ça fait en sorte, dans le fond, c'est qu'il y a une grosse librairie où tout est dedans. Donc, Meta comprend un peu plus, dans le fond, comment les différents placements interagissent ensemble. Puis si quelqu'un a besoin de voir, par exemple, si toi, Gaëtan, tu as besoin de voir un story avant de voir un Reel ad, puis là, tu convertis mieux quand tu as vu une story first puis un Reel ad en deuxième. Et là, je reviens, tu as le cerveau qui a toute l'information, tu as la bibliothèque qui est MetaLattice qui catégorise l'information, tu as Andromeda qui est un retrieval system. J'ai pas nécessairement le terme en français, mais c'est comme si tu t'en vas à la bibliothèque puis c'est la personne qui s'en va te chercher le livre pour toi. Tu arrives là-bas puis tu dis « Hey, je me cherche un livre. » Elle dit « Je le sais, c'est quoi le livre qu'il te faut. » Puis là, tu fais comme « Ouais, mais comment tu le sais, tu me connais pas? » Ah non, mais c'est à cause dans MetaGem. J'ai toutes les informations sur toi, je la connais. Fait qu'Andromeda, c'est le système qui va aller chercher l'information dans la librairie ou dans la bibliothèque. Puis finalement, tu as le Meta, je pense que c'est le sequencing system qui appelle, ou une affaire de même, qui est en tant que tel, Meta a un nouvel algorithme également qui t'aide, dans le fond, il est capable de prédire la prochaine action que tu vas prendre une fois que tu as pris action sur une pub. Donc, le meilleur exemple que je peux donner, qui est le même qui est sur le blog post de Meta, avant, si tu voyais une pub pour un ski resort, on disait hey, achète un billet, dans le fond, pour le chairlift pour un week-end. Si tu cliques sur la pub et tu achetais le billet, ce que Facebook aurait fait, c'est ben il est intéressé à aller skier. Je vais lui montrer d'autres montagnes pour aller skier puis acheter un billet de chairlift. Alors que là, avec le nouveau système, ce que Meta fait, c'est il a acheté un billet de chairlift, donc il a probablement besoin d'un casque puis des pôles de ski. Puis s'il n'y a pas de ski, ben, je vais lui montrer des skis. Puis peut-être qu'il a besoin d'une chambre d'hôtel à proximité également. Fait que là, il va te montrer des ads qui ont plus de sens par rapport à ce qui vient dans le purchasing journey. Donc, je reviens à Andromeda, qui spécifiquement, c'est la façon dont les publicités vont aller être cherchées dans la bibliothèque de pub qui est disponible. Ben, maintenant, aller avec 50 hooks, 3 bodies à la Hormozy, tous les livres, si on veut, dans cette bibliothèque-là, se ressemblent trop. Donc, au final, c'est comme s'il manquait de contenu. Ce que Meta favorise, c'est des livres, et dans ce cas-ci, je vais arrêter l'analogie, là, c'est des publicités qui sont uniques pour comme un persona, un awareness level, un désir, un angle, vraiment un positionnement clair et unique, et de faire un volume de publicité comme ça.
Puis là, tu te dis le pourquoi. Ben, il y en a deux. Le pourquoi, c'est ce que je viens d'expliquer. Vu que maintenant, Meta ne catégorise plus par type de format, il voit comme plus l'ensemble de la game. Donc, il y a besoin de plus de publicité unique. Ça a du sens à ce niveau-là. La deuxième chose aussi avec ça, c'est Meta se prépare à une ère full AI, dans le sens où, de toute façon, quarter over quarter, depuis des années, Meta grandit en tant que plateforme, donc leur revenu increase, ce qui veut donc dire qu'il y a plus d'advertisers ou il y a plus d'argent, du moins, qui est dépensé sur leur plateforme. Mais non seulement tu as un nombre grandissant d'advertisers, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, que ce soit avec des static ads, mettons, avec DALL-E, Midjourney, peu importe, tu peux en produire tellement plus. Que ce soit avec les vidéos, que ce soit Sora, Google VO, ou même avec produire plus de scripts vidéo avec GPT ou Claude, tu peux produire tellement plus de volume de contenu. Donc, leur équipe voit qu'on a plus de advertisers qui, d'un nombre grandissant, ont plus de pubs aussi sur la plateforme, mais c'est pas proportionnel au nombre d'humains qui utilisent la plateforme. Fait que là, tu as plus de compétition théoriquement sur la plateforme. Puis ce qui s'est passé dans les dernières années, on l'a vu, tout le monde chialait en 2022, 2023, oh my god, les CPM, j'en grandissent. Puis je pense que cet update-là vient d'essayer de pallier à ça. Parce que quand tu as tout ce volume-là, à cause du AI qui arrive sur la plateforme, bien, vu qu'il y a plus de compétition, les coûts increase. Parce qu'il n'y a pas nécessairement, encore une fois, plus d'acheteurs. Donc, tout ce que ça a fait, c'est que ça a pénalisé les advertisers temporairement, qu'on a dû payer plus cher. Mais là, maintenant, avec ce système-là AI, ce que ça fait, c'est qu'encore une fois, ça favorise le contenu unique. C'est comme, OK, oui, le volume de contenu, c'est important, mais du contenu unique. Donc, c'est capable d'aller mieux catégoriser le contenu puis mieux le matcher aux personnes, qui devrait dire, en théorie, des CPM plus bas pour les advertisers puis une meilleure expérience pour l'utilisateur. Donc là, j'y vais très politique, là, côté réponse, genre à la 100%. Méta, mais voici le pourquoi. Ça, c'est la théorie. Quand c'était vu il y a 2 semaines, je t'avais dit, là, moi, j'avais quadruplé mes volumes sur un de mes comptes. J'ai vu mes CPM chuter à des CPM, des CPM très très bas, dans les alentours de 3-4 euros. Donc 4-5 $, alors qu'habituellement c'est à 15. Pas forcément plus d'achats, des achats beaucoup plus lissés, par contre beaucoup moins de dents de scie. Donc ça, je l'ai vu concrètement. Mais pour toi, ça veut dire que donc, si tu respectes les règles et que tu files l'algorithme avec ce qu'il attend, tu vas avoir tes CPM qui vont baisser. On va dire tes performances vont être à peu près les mêmes. Par contre, si tu te mets pas à jour, là t'es mort. Exact. Là, t'es mort et tu vas... Mais c'est vrai, hein, moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont appelé. Je crois que tu avais fait un Reels là-dessus, où je sais plus où c'est que j'avais vu du contenu comme ça, mais où moi, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe il y a temps sur Twitter, je parle souvent des ads et tout. Ils me disent, là, je comprends plus trop. On peut faire un consulting rapidement, là. Ça a vraiment été bénéfique pour Ad Engine dans les derniers mois. Là, je te dirais, comme il y a eu tellement de nouveaux clients qui sont arrivés spécifiquement, qui sont comme, je veux fixer ce qui se passe avec Nomada. Et honnêtement, humblement, je vais dire que la méthode sur laquelle on faisait les publicités déjà depuis 2 ans était vraiment alignée avec ce qui s'était en train de se passer avec Andromeda. Ça fait 2 ans que je me sentais comme un genre de gourou sur Facebook qui disait, non, je vous le dis, écoutez-moi, c'est it's all creative, faut que les creatives soient uniques. Genre, c'est là que Meta s'en va avec leur AI, it makes sense. Puis tout ça, j'en parlais, mais avant, c'était comme, ouais, whatever. Puis il y avait des gens qui croyaient, puis d'autres gens qui croyaient pas. Puis là, maintenant, c'est comme tout le monde font genre, OK, ouais, c'est ça que j'ai besoin. T'sais. Fait que je pense que ça me donne raison, which is a good thing pour le personal brand. Non, je comprends que c'est un choc pour beaucoup d'advertisers là, en ce moment. Là. Comment tu fais, toi, pour te tenir à jour sur ces choses-là? Parce que moi, par exemple, j'ai genre 3-4 sources d'informations. Toi, t'en fais partie. Toi, tu te sources où? Ouais, à 2 places, je te dirais. La première, simplement le Meta News comme website. Okay. Tous les articles, c'est là qu'ils postent. Fait que je les lis, je te dirais de temps en temps, là, comme moi, à chaque mois, que je vais regarder ce qui se passe. Deuxièmement, je suis chroniquement online. Là. Que ce soit sur YouTube, Reddit, puis Instagram, j'ai pas de channel qui me vient en tête, mais comme j'ai tellement de channels que je suis, que depuis dans des spaces différents aussi, donc pas que du e-com, pas que du info. Parce que chose aussi que j'aime, c'est que ce que je dirais tout le temps, pour n'importe qui écoute, regarde quelqu'un qui fait de la pub en e-com. Habituellement, c'est la meilleure source d'information. Parce que les e-com guys et les affiliate marketers, c'est toujours ceux qui sont le plus à l'affût de tout ce qui est nouvelle technologie, nouvelle genre update. Parce que leurs marges sont trop petites. Ouais, c'est ça. Leurs marges sont trop petites. Puis en fait, c'est qu'ils n'ont pas de business, ils n'ont pas de moat. Il y a surtout en e-com ou en dropshipping, tout ça, c'est tellement facile de répliquer la business à quelqu'un d'autre. En 2 secondes, tu peux trouver un supplier qui va être capable d'aller sourcer le même produit. Tu peux copier-coller un site web avec le AI. Tu peux copier la business à quelqu'un de même. Là. Grosso modo, je pense que ils n'ont pas de moat. Donc, tout ce qui compete dessus, c'est vraiment les ads. Donc, ils n'ont pas le choix d'être à l'affût de tout ce qui se passe niveau ads. Donc, je pense que c'est pour ça. Versus, mettons, un local business où ça te prend de l'équipement, ça te prend comme un emplacement, ça te prend
t'as plus de choses qui font en sorte que tu vas réussir au-delà du marketing. Là. Ouais. Bah, ça fait une bonne transition sur le rôle de la brand sur les ads, qui est totalement vrai aussi également en e-com. C'est quoi ton regard? Je sais que tu es un fervent défenseur de coupler la brand avec le paid ads. Comment tu vois les choses par rapport à ça pour le futur? Est-ce que moi personnellement j'ai des funnels low ticket qui tournent, tu peux pas me voir, tu peux pas me trouver, sauf si tu connais le nom de mon business. On est difficilement rentable en front, mais on va faire notre argent en back-end. Comment tu vois, par exemple sur cet exemple-là, le fait d'amener une brand et une social proof et potentiellement s'allier avec un gourou ou quoi que ce soit, comment tu vois l'impact sur ton CPA, tout simplement, ton coût par acquisition? Ça a ses pour et ses contre, parce que, je veux dire, toi, de ton côté, tu te dis, personne me connaît, ou genre, je suis derrière un low ticket funnel, it's a good life, là, comme ça. Ouais, c'est ça, mais c'est purement par efficacité. Si je dois le faire demain, ça m'a pas de rentabilité, je le ferai. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, bon, au niveau personnellement, plus que ton marché est sophistiqué, plus que j'irais regarder en fait à faire du personal branding, donc à faire ton propre contenu. Et là, bon, on pourrait tellement en parler pendant longtemps là, de qu'est-ce que je définis par personal brand, peu importe. Parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui essaient de se partir un brand et c'est là que je déplore peut-être un peu plus. Ils parlent de choses qu'ils connaissent pas ou qu'ils font pas. Donc, ils essaient de genre parler de stuff qu'ils savent que l'algorithme va aimer. Mais le vrai moat, si on veut dans un personal brand, le vrai comme valeur, c'est ce qui fait que toi, tu es unique, c'est ton expérience. Puis je pense que Hormozy, c'est un des meilleurs exemples de ça. Tout ce qui est répété pendant des années, c'est I sold my company for $46 million ou quelque chose de même. C'est tout le temps comme qu'est-ce que lui a fait. Il documente ce qu'il est en train de faire pour de vrai. Anyways, tangente. Plus que le marché est sophistiqué, plus que le marché, dans le fond, tu as les 5 stages de sophistication du marché. Stage 5, c'est l'identification. Donc, il vient un point, dans le fond, que toutes les claims que tu peux faire, donc que ce soit un nouveau mécanisme, une nouvelle garantie, peu importe, les gens vont quand même arrêter de croire, dans le fond, ce que tu dis dans ton message marketing. La seule chose qui peut les faire convertir, c'est la personne que tu es, puis c'est l'image de marque. Scale, pense Nike, pense Apple, pense du Just Do It, une campagne qui est purement branding. Puis, mettons, dans le online space, qui est plus facile et ce que les gens font beaucoup, c'est du personal branding. Donc, c'est ta face qui devient le brand de la business. Je lève un flag, par exemple, puis je dis faire attention. Personnellement, je ne commencerai pas une entreprise avec du personal branding parce que je pense que tu t'orientes pour les... Comme, sans le savoir, tu viens de tirer dans le pied pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu as comme une illusion d'un business qui fonctionne. Puis tu en as beaucoup qui font beaucoup d'argent organiquement, mais le jour qu'ils essaient de lancer des ads, ça ne marche pas. Puis la réalité, c'est que n'importe quoi que tu vas vendre à une audience organique va fonctionner. Parce qu'ils te connaissent. Ils achètent pour toi, ils achètent pas pour le produit puis pour l'offre. Puis des fois, tu as l'illusion, puis j'entends ça souvent. Non, mais mon produit marche comme, tu sais, les amis, la famille, puis genre mes followers, comme ils achètent, mais comme quand je fais des ads, ça marche pas. C'est que t'as pas de product market fit. Comme ton offre, elle marche at low scale pour des gens qui sont très, très chauds puis qui te connaissent, mais l'ensemble du marché ne réagit pas positivement au produit. Je préférerais commencer une entreprise avec du cold marketing, comme j'ai fait théoriquement avec les cold emails, qui m'a permis d'avoir une offre qui marchait pour des gens qui me connaissaient zéro, puis qui achetaient pour l'offre. Ils n'achetaient pas pour moi, ils achetaient parce que mon offre était bonne. Donc là, ça te permet de bâtir une business qui est purement value-based, puis après ça, de venir ajouter un personal branding pour venir supplémenter ton value, si on veut. C'est comme ça que je leur recommanderais de le faire pareil. Puis la deuxième chose aussi, c'est l'illusion, en fait, qu'il y a tellement de créateurs qui disent run pas des ads, tu rentes ton audience, tu owns pas. Organique, c'est comme tu owns. Non, parce que à part YouTube, c'est probablement la seule plateforme où quand tu arrêtes de poster du contenu, tu as encore des views pendant assez de temps. Instagram, tu as peut-être 30 jours encore une fois d'un bon runway, puis après ça, ça commence dramatiquement à diminuer. TikTok, oublie ça, tu as peut-être 2 semaines, puis ça commence à diminuer dramatiquement. YouTube, tu as peut-être 6 mois, 1 an encore où tu as des views, là, puis vraiment peut-être 2 ans où genre ça fonctionne. Mais c'est éphémère. Comme tu arrêtes de faire du contenu, puis dans 5 ans, tu n'as plus rien. Là. Genre, il faut quand même que tu continues à faire du contenu. Fait que pour moi, la game est la même en termes de content ou de ads. Tant aussi longtemps que tu fais des ads, tant aussi longtemps que tu fais du content, tu vas être capable de rester relevant in business. Donc, bref, personal branding, important quand tu es dans un marché stage 5. Puis là, tu me dis, ah ouais, mais Justin, tu me dis de ne pas partir un personal branding si je commence ta business. What if je commence une business dans un stage 5 market? Ben, don't. Juste fais-le pas. Comme, essaie de trouver un marché qui n'est pas trop sophistiqué. Comme, il y a beaucoup de gens, des fois, qui essaient de partir une business dans un marché qui est bien trop sophistiqué. Puis je me dis, non, mais c'est parce que c'est comme commencer un jeu vidéo en mode vétéran. Là. Genre, tu n'auras pas de fun. Là. Comme, c'est pas le fun pour toi. Puis, genre, tu peux te faire quelque chose de beaucoup plus facile que ça. Là. Fait que, long story short, oui pour le personal brand, mais en deuxième temps, commence pas avec ça. Commence avec genre du cold prospecting. Puis quand tu le fais, fais-le pour 2 raisons. Soit pour
pallier au fait que ton marché commence à devenir de plus en plus sophistiqué, ou protège-toi long term parce qu'au final, la beauté d'un personal brand, c'est que peu importe l'offre que tu vas lancer, éventuellement, il y a quand même un crowd qui va te suivre. Surtout si tu restes dans la même niche, du moins. Donc, tu sais, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir travailler avec plusieurs types d'entreprises, de lancer plusieurs types d'offres, tout par rapport aux ads, oui, mais comme quand même de venir rincer, si on veut, cette portion du marché-là. Ok, super intéressant. Je vais te poser une question très concrète. Tu as, comme tu dis, une grosse audience organique, une offre qui tourne en organique, et tu veux aller faire les ads. Quel est le blueprint pour ça? Ouais. Tu vas pas sur du call, donc comme tu dis, tu vas pas proposer les mêmes produits parce que il y a peut-être un market fit. On part du principe qu'il n'y en a pas. Tu as testé, ça va pas fonctionné. Par contre, tu fais 40-50 000 en organique sur un low ticket ou un middle ticket. Ça serait quoi l'entry point? Ça serait faire des ads pour que les gens passent du temps avec toi. Ensuite, au fur et à mesure, leur proposer quelque chose. Ça dépend de la taille de l'audience organique. Puis je pense que je vais donner des réponses différentes pour ça. Je vais prendre un exemple. On prend Iman Gatti. Iman, qui a presque un demi-milliard d'impressions mensuelles en organique, il a beau dépenser 1 à 2 millions par mois en ads, jamais il va sortir des gens qui le connaissent déjà. Fait que tout ce qu'il a besoin de faire en ads, malgré que ce n'est pas du retargeting, tu regardes ses publicités de son challenge qu'il vient de faire. Oui. C'est très, très, très product puis most aware. C'est très genre, oublie pas à sign up pour mon challenge, tu veux pas manquer le challenge n'a pas manqué, il reste 7 jours. C'est comme très CTA driven. Oui. Parce qu'il n'y a pas besoin d'y aller en problem aware ou du unaware ads, parce que au budget qu'il dépense, il a beau dépenser du gros volume, toute proportion gardée pour une entreprise normale, il ne dépasse pas ses impressions organiques. Fait que tu pars du principe que c'est un numbers game. T'sais, ça dépend du nombre d'impressions organiques que tu as mensuelles. Si, avec tes dépenses publicitaires et les CPM que tu as, tu es toujours sous, en fait, ta moyenne d'impressions organiques, tu n'as jamais besoin de faire des publicités autres que du product ou most aware. Puis les chances sont, tu as juste besoin de faire la même offre que tu ferais organiquement, puis ça va fonctionner. Comme tu n'as pas nécessairement besoin de faire autre chose. C'est quand tu essaies de dépasser tes impressions organiques, quand tu essaies de dépenser plus que ça, c'est là que les gens commencent à se planter, puis qu'ils essaient de faire la même offre, puis que ça ne marche pas. Une impression, je rebondis là-dessus, une impression, quand tu parles d'une impression, tu parles d'une impression méta que tu compares à une impression YouTube, ou certaines impressions ne se valent pas? Bonne question. Non, je les compare. Comme je te dirais toute impression confondue, une vue TikTok, YouTube, Instagram, peu importe. Ouais. Juste pour l'exercice, là, du moins. Là. C'est super intéressant. Fait que c'est ça. Théoriquement, on pourrait débattre de oui, je pense qu'une impression YouTube vaut plus qu'une impression TikTok, par exemple, mais bon, story for another day. Sinon, mettons, pour quelqu'un qui, encore une fois, qui dépasse son ad spend de son awareness organique, c'est là qu'il a besoin de revoir l'offre au complet, voire même comme carrément faire un autre produit. Là. Des fois, l'offre est juste impossible. Puis je l'ai vu souvent, ça. Je vais donner un exemple, je vais même m'utiliser comme exemple. À la base, j'avais une agence Facebook Ads pour les entreprises e-commerce. C'est parce qu'avec tous les gourous, puis tous les cours, puis les programmes de SMMA qui ont dit « pars une agence, puis fais des Facebook Ads pour des e-commerçants », je pense que j'étais dans une des niches les plus saturées qui existent. Parce que l'audience connaît le service. Si tu es e-commerçant, c'est pas comme si tu es genre un local business owner où tu t'es dit « Hey, j'ai parti ma business, mais jamais j'ai pensé à faire des ads ». Tu le sais que tu vas faire des ads quand tu es un e-com brand. C'est comme « for sure, tu vas faire des ads ». Une question de temps si tu n'en as pas encore fait. So, ils connaissent bien le service habituellement. Puis, il y a énormément d'agences parce que tous les gourous comme Iman, etc., étaient tous dans le e-com space. Fait que moi, le premier, c'est le genre d'offre qui, oui, en 2019-2020, peu importe, faire des cold emails marchait très bien. Mais rendu en 2022-2023, ça marchait plus du tout. Là. Fait qu'en 2022, par exemple, ce que j'ai dû faire, c'est pivoter l'offre pour du TikTok Ads pour e-com brand. Puis en 2023, ce que j'ai dû faire, c'est changer pour la création comme du UGC puis Ad Creative avec l'intelligence artificielle pour les e-com brand. Puis c'est comme, tu dois constamment essayer d'adapter l'offre, mais mon contenu YouTube continuait de m'apporter. Mon contenu YouTube était 100% axé sur Facebook Ads pour e-com brands dans le temps. Aujourd'hui, c'est un peu plus Facebook Ads en général. Mais j'avais des clients tous les mois qui bookaient des appels. YouTube, c'était énorme. Là. C'était comme, j'avais peut-être 7 appels qui venaient de YouTube, puis j'en avais comme 3 nouveaux clients qu'on closait de ça. Le closing rate était très élevé. Cold email, j'avais peut-être 10 à 15 appels, mais on avait comme un client qui venait de ça. Puis, si je me fiais aux vidéos YouTube, je me disais, j'ai juste besoin de faire des cold emails puis de dire « Do you own an e-com brand or run your Facebook ads? » Ouais, essaie de faire ça puis tu vas voir, il n'y a personne qui va répondre. Fait que moi, étant cet exemple-là, dans ce cas-ci, puis j'utilise des cold emails, j'aurais pu parler de faire des ads pour mes propres services. Ça ne marche pas parce que le marché qui ne me connaît pas ne va pas acheter ce genre d'offre-là parce qu'ils l'ont entendu trop de fois. Ils ont probablement essayé 3-4 agences qui avaient des garanties différentes puis des mécanismes différents puis ça n'a pas marché puis ils ne me trustent pas.
versus quelqu'un qui est sur YouTube, il achète pas parce qu'il dit « Ah, l'offre à Justin est bonne », il fait comme « That guy's smart ». Ou genre « Hey, j'aime comment est-ce qu'il parle » ou « J'aime son vidéo sur Andromeda, j'aime son... » Je vais travailler avec lui. C'est tout. C'est comme, il s'identifie à moi. OK. Super intéressant. Si j'aimerais avoir une question, après on arrêtera le technique. Mm-hmm. Quelle est ta technique pour scale? Quels sont les signaux, les green flags qui te disent OK les gars, on peut libérer du budget, le compte est prêt à doubler, tripler? Comment tu fais ce double, ce triple? Quelle a été ton ascension la plus fulgurante en ads? Comment tu gères ça? C'est une question qui revient souvent et très importante. Ouais, bonne question. J'ai une couple d'exemples qui viennent en tête. Bon, ce que je regarde, puis ça sonne tellement simple, mais comme au final, c'est, mettons, une entreprise de coaching, un infoproduit, c'est cash ROAS, fait ROAS sur le cash collected. Une entreprise e-commerce, c'est probablement New Customer ROAS que tu regardes. Une entreprise locale, ça va être CAC, donc Customer Acquisition Cost. Ça dépend de l'entreprise. Mais habituellement, c'est quelque chose qui, tu parles d'argent, de retour sur investissement sur un nouveau client. Prenons un exemple, product, mid-ticket, $600 que tu closes sur un tunnel VSL. Parfait, avec un appel? Avec un appel, ouais. OK, ouais. Ben, $600, c'est un peu bas pour un appel, mais mettons qu'on le fait avec un appel pareil. Ouais. Disons 1500. 1500, bon, parfait. Ben, ça serait cash collected ROAS. Fait qu'en tant que tel, ce serait... Parce qu'on reprend l'exemple du produit à 1500, c'est pas parce que le produit est à 1500 que le closer va collecter 1500. Il va peut-être dire, ben, regarde, je vais prendre 750 là, puis dans 30 jours, tu me donnes 750 comme un deuxième paiement. Fait que ce qu'on va regarder, c'est combien on a dépensé en ads pour closer un client versus combien ce qu'il nous a donné en cash collected upfront dans les 30 premiers jours. Capable à remettre dans la machine rapidement. Exact. Ouais. Parce que tu vas regarder habituellement une combinaison de New Cash ROAS puis de Revenue ROAS. Revenue ROAS, je le regarde un peu moins parce que de plusieurs entreprises dans l'InfoSpace que leur collected ratio est très bas. Genre, ils vont collecter, mettons, 30% upfront, puis comme les clients sont pas contents, fait qu'ils finissent jamais de payer au complet. Alors qu'il y en a que des business, c'est le contraire, là, comme là, oui, c'est 30% upfront, mais tout le monde finit de payer par la suite. Bref. Ouais. On prend l'exemple de 1500. On se dit, par exemple, juste pour l'exercice, là, on dit que la personne a fait un PIF, donc un paid in full, a payé le 1500 au complet, puis quand je regarde mes stats, j'ai dépensé que $500 en publicité. Donc, mon cash ROAS, c'est 3. Donc, c'est 1500 divisé par 500. C'est le North Star qu'on va regarder. Donc, je viens de le dire, puis j'ai utilisé ces chiffres-là. Pourquoi? Habituellement, si on est capable d'avoir du 3 sur cash ROAS, sur un funnel, mettons VSL avec un call funnel, c'est très bon. Donc, 3 sur le cash ROAS, au moins 2.5, mais idéalement 3. Puis 5 sur revenue ROAS, tu peux scale. Comme définitivement, tu peux scale. Puis en termes, mettons, de transformation, par exemple, si je fais client avant, ben, un ami à la base, devenu client d'agence, ami par la suite, client consulting, bref, Serge Gattari qui, tu sais, mettons, tu regardes dans ses 30 derniers jours, puis je parle de chiffres publics que lui-même a mis en story. Tu sais, lui, on parlait dans le fond, lui, c'est un webinar funnel. Au mois d'avril, au mois de mai, il faisait comme un webinaire par semaine. Il a dépensé peut-être 30-40 000 par mois, puis il faisait comme 300-400 000, mettons, cash collected dans ce mois-là, right? Puis là, tu regardes, mettons, 30 derniers jours, comme un fin août à fin septembre, c'est 150 000 en ads, puis c'est 960 000 genre en cash collected. C'est très, très healthy, même qu'il pourrait spend encore plus, comme il spend pas assez. Là. Puis c'en est un que tu fais comme, ben, il est passé de 30 000 par mois en ad spend, maintenant à 150 000, fait qu'il a fait comme fois 5, mettons, en ad spend. Puis t'es encore comme très profitable. Là. Oui, théoriquement, il a diminué un petit peu en profitability, mais il reste quand même très profitable. Fait que si t'es à 3 sur cash collected, scale. Tu peux y aller. Ouais, scale hard. OK. Tu vas comment? Combien de pourcentage par jour? Mettons que c'est un evergreen funnel, 20% day over day. Fait que ce que je fais, c'est que, mettons, aujourd'hui, tu vois, on est vendredi au temps de ce recording-là. Fait qu'on se dit, ben, ce que j'ai regardé aujourd'hui, c'est last 7 days. Fait que ça va montrer, par exemple, de vendredi dernier à jeudi, donc hier. Je vais regarder si je suis profitable, si je suis above 3x, mettons, cash collected ROAS. Si je le suis, je bump le budget par 20%. Demain, je refais la même chose. Fait que demain matin, on est samedi. Je vais regarder last 7 days, donc de samedi dernier à vendredi. Je vais regarder est-ce qu'on est profitable. Oui, bump par 20%. Je fais ça à chaque jour jusqu'à temps que ça brise. Si jamais ça brise, ben, soit on diminue par 20% ou on stabilise dépendamment. Là. Quand tu dis ça brise, c'est tu pètes ton 3 et tu descends en dessous de 3? Exact. Okay. Ouais. Puis pète le 3 de façon comme continue. Mettons, si tu pètes le 3 une journée, tu fais comme je vais pas scale, je vais le maintenir. Si je pète le 3, mettons 3 jours de suite, je vais faire comme OK, je vais commencer à descale, puis là, il faut que je fixe de quoi dans mon funnel. OK. Est-ce que tu utilises les automatisations pour downscale, upscale? Zéro. On est 100% manuel. Non, okay. J'ai pas d'automatisation sur les comptes. OK. J'ai commencé à les utiliser récemment. C'est pas mal. Ouais. Pas mal, ouais.
Tu trouves pas que ça bug ou genre ça brise, mettons, puis Non, des fois pas du il tout. trigger pas? OK. Non, ça Ok. cut mes ads quand il faut, ça les réactive s'il y a une petite vente qui Ouais. se fait. OK. Ça les downscale, upscale et tu mets les Nice. trucs que tu veux par ton pixel. Et enfin, faut que toute ta remontée de data soit parfaite, quoi. Ouais. Sinon, ça fuck tout. Ouais. Ça fait des années que je les ai utilisés, puis on dirait que ça marchait comme pas tant dans le temps. Puis là, je me suis dit, j'ai juste jamais pris le temps de retourner, mais faudrait peut-être que je regarde. Parce que tu as vu qu'ils ont ajouté de la couleur. Oui, j'ai entendu parler de ça, ouais, mais J'ai vu ça ce matin. comme C'est il y a un- tellement de changements qu'ils font là, de Ouais. toute façon, là, mais ouais. Ça fait un aspect visuel, c'est assez sympa. Ouais. Ok, j'aimerais discuter rapidement de tes débuts sur le stage Mhm. que tu as fait à l'événement Closer. Tu as Ouais. refait Elevate. Tu as envie de faire ton propre événement. Ouais. Est-ce que tu veux en parler ou c'est dans les tiroirs? Non, je peux en parler honnêtement, surtout avec le temps que le podcast va sortir, ça risque d'être déjà annoncé. Ok. Donc, ouais, on est en train d'organiser nos propres événements, les Ad Scale Workshops, que j'appelle. Puis, la différence entre un workshop pour moi et un événement, c'est qu'un workshop, c'est un peu plus intime, il y a un peu moins de gens. Donc, on parle de 100, 150 personnes peut-être dans un événement gros max. Puis, workshop aussi, c'est un peu plus à la Daniel G, que j'ai eu la chance de voir sur scène 2 fois cette année. Genre, tu dessines, tu break down, tu t'interagis avec l'audience, donnes le micro aux gens, tu aides à genre break down leurs business problems. Donc, un peu plus interactif si on veut. Fait qu'on est en train d'organiser le premier. La date devrait sortir dans les prochains jours, si c'est pas déjà sorti encore une fois au moment que le podcast va paraître. Donc, oui, j'organise mon événement. Sinon, j'ai fait, comme tu as mentionné tout à l'heure, 2 événements cette année à date. Donc, le premier public speaking experience, c'était 450 personnes, le deuxième 1200. Donc, on commence, je trouve, quand même assez. C'est pas une petite salle, là. J'étais au premier rang les deux fois. Ouais, exact. J'ai eu la chance de voir les 2 événements. Le premier en français et le premier en anglais que j'ai fait. Je me trouve beaucoup plus à l'aise en anglais. Je veux dire, on m'entend aujourd'hui, là, je suis tout le temps en train d'utiliser les mots en anglais. Parce que je travaille en anglais, je fais du contenu en anglais, je connais plus les mots en anglais qu'en français. Et d'ailleurs, mes propres événements vont être 100% en anglais. Ça sera à Montréal? Ouais, ça va être à Montréal. Ok, Ouais. je serai là. Love Très it. bien. Ok. Et tu Ouais. vas. Ça va être quoi le but? Ça va être de pitcher une offre d'Ad-Engine ou Ouais. de juste. Ouais, ça Ouais, sera ça, à l'engine à la fin, c'est sûr. Ok. L'offre, exact. Ouais, ça reste du à l'engine à la fin. Peut-être des services d'agence aussi, dépendamment du crowd qui va être là. Puis au final, je pense que ça a un aspect positif un peu pour tout. Là. Un, ça fait du contenu, donc personal brand. Deuxièmement, je commence à réaliser vraiment l'importance de offline branding en ce moment. Chose que personne qui parle tant que ça, mais à quel point. Je vais donner un exemple. Là. On revient à Elevate ou à l'événement Closer. Je pars d'un événement comme ça, je fais l'événement, je sors de scène, j'ai peut-être 200 nouveaux followers. C'est tout du monde que tu regardes, c'est comme des courtiers, des entrepreneurs, des ci, des ça. Puis tu fais comme c'est du vrai monde, des vrais comptes qui, par la suite, je les vois, c'est tous eux qui like mes posts, qui commentent, qui interagissent. Puis c'est bon pour l'algorithme qui fait comme, hey, il y a eu un influx de vrais followers qualifiés qui l'ont suivi. Puis comme ça fait en sorte que le bouche à oreille se passe de offline à online parce que là, tout ce monde-là, ils like mon stuff, fait que là, leurs amis vont voir leur stuff également, puis là, ça crée un effet genre exponentiel. Fait que, il y a ça, puis deuxièmement, je parlais il n'y a pas longtemps, j'ai été au bureau à Sonia Zarbatani il y a quelques jours. Puis on parlait justement des événements en présentiel, puis elle, tu sais, son office, le tribe qu'elle appelle, là, c'est une salle d'événements. Littéralement, je pense qu'elle peut avoir une centaine, 150 personnes dans sa salle. Puis elle qui a acheté un resort en République dominicaine, qui build comme un hôtel. Puis là, tu sais, j'ai demandé, comme on parlait du pourquoi qu'elle a fait ça, puis elle me disait, ben écoute, elle, c'est une OG, là, ça fait comme 15 ans, genre, qu'elle est dans le online space. Puis elle dit, tu sais, tout le monde a flood le online space pendant la COVID, mais elle dit, je me suis tout de suite dit, OK, si, genre, tu sais, when everybody zigs, go zag, puis c'est comme, dans ce cas-là, ben, si tout le monde va online, puis va remote, ça va swing back à un moment donné. Fait qu'elle se dit, comme quand les gens perdent la connexion, perdent l'aspect de communauté, ils vont leur vouloir. Puis là, ben, je pense qu'on le voit, là. Comme les gens veulent être en présentiel. Fait honnêtement, je suis très bullish pour ce qui est événement en personne. Ouais, moi le premier. Hein. Moi le premier, Ouais. j'étais beaucoup online, client en France. Ouais. Et de voir des gens, rencontrer des gens, bah, c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. C'est Exact. pour, connecter. Et comme tu le dis, hein, tu passes dans 2 stories, tu as des mecs qui te suivent, je reçois des messages. Là, j'ai 2 ou 3 dîners bookés la semaine prochaine avec des gens. C'est impressionnant des fois, là, tu fais comme, wow, genre, il y a du monde qui me suivent, puis que je m'attendais pas là. Genre, juste, à chaque fois, Elevate, l'événement Closer, il y a des gens qui viennent me serrer la main, mettons, puis je me dis, voir que cette personne-là me connaissait, tu sais, ou qui me suivait déjà, puis ça donne l'occasion de take le online offline, tu sais, puis de solidifier certaines connexions. Puis je pense que la dernière chose que je vais mentionner par rapport à ça, c'est que j'ai remarqué un retour direct. Tous les clients qu'on a acquis de façon offline, donc en personne,
Ou tous les clients que, par exemple, on a commencé à travailler online, mais qu'on a amené la relation offline, genre que j'ai été souper avec eux ou que voyager ensemble, le lifetime value ou la longévité de la relation avec ce client-là était comme beaucoup plus élevé qu'un client qu'on n'a jamais rencontré en personne. Parce que ça solidifie encore une fois le lien. Puis même affaire avec un membre d'équipe, tout le monde qui se rencontre en personne a toujours resté plus longtemps que les autres. Ouais. Fait quoi? Ok. Tu as vu le next guest à Elevate l'année prochaine? Ouais, Russell. Tu as pris ton ticket? Tu vas expliquer? Hein? Tu vas être speaker? J'aimerais ça. Okay. J'aimerais ça. Fait que j'ai-tu pris mon ticket? Non, mais c'est sûr, j'ai dit à Céroujane, si t'as besoin d'un autre speaker, AdWise next year, I'm your guy. Je l'ai vu lundi en podcast et je suis officiellement le premier acheteur CEO. Ah ouais, love it. J'ai vu, en fait, je reconnais. Moi, j'ai beaucoup analysé le final de Russell quand il a mis c'est son ad qu'il a mis sur le stage. Ouais. Dès que j'ai vu le boom, la musique du début, je savais que c'était Russell. Russell. Ah, c'était Russell, ouais. Je le savais déjà. Ouais. Pour l'avoir vu cette année à Funnel Hacking Live, le fait que je trouve qu'il va être à Montréal, c'est quand même nice. Ouais. Pour il vient sur un challenge d'une offre en France de Liberty Webby dimanche là. Ah ouais? Une offre, un peu la même offre que Russell, mais en France. Et c'est un élève il de own Russell. l'offre? Non, c'est un élève de Russell qui a fait cette offre-là qui s'appelle Liberty Webby. C'est comment faire des webinaires pour ton business, peu importe ton business. Et Russell est invité en guest. Il arrive dimanche. Nice. J'avais une question sur le personal brand. Là, donc moi, je suis de plus en plus là-dedans. Donc, je fais des vues ciblées. Je vais pas aller faire du volume. Je vais aller voir pour avoir des personnes engagées avec mon contenu, etc. Comment tu vois la différence entre le personal brand qui va éduquer, le personal brand qui va divertir? L'argent est dans le divertissement. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. La vue engagée apporte aussi du cash. Comment tu vois les deux? Est-ce que... tu vois, par exemple, un exemple parfait, ça serait les 5-day challenge, comme on voit, tu vois, les grandes confs comme Grant Cardone, des gens comme ça aux US, ça reste du éducatif avec beaucoup de valeur, mais il y a ce côté showman et entertainment aussi, qu'on retrouve au Elevate. Moi, c'était des événements que j'avais pas fait en France, j'ai jamais fait un événement comme ça, où vraiment tu arrives, c'est un événement transformationnel où tu as une vraie expérience, tu vois contre un gars, tu l'entends parler, Andy Elliott, t'es comme un... T'attends rien, mais quand t'es dans le truc, tu fais OK, il se passe quelque chose là. Il y a un truc de showman. C'est quoi? Où est-ce que tu mets le curseur, toi, pour ta personal brand pour le futur? Est-ce que tu veux aller un peu dans du divertissement? Est-ce que tu veux rester dans l'éducatif? Comment tu... Ouais, non, le divertissement s'en vient, c'est certain. Je pense que c'est une transition naturelle à faire éventuellement là, pour aller... je vais reprendre un gros exemple pour Mozy ou même Iman, là, avec les événements qu'ils font autant online que offline. Comme transcend un peu cette educational space-là. Fait que je pense que c'est une étape naturelle à prendre. J'ai pas encore l'impression qu'il y a personne qui le fait comme vraiment bien au Québec. Là. Comme c'est vraiment, vraiment bien fait. Celui qui parle demain, comment il s'appelle? Je sais plus, celui qui a le Beach Club. Oui, Olivier Primo? Tommy... Non, Olivier Primo. Olivier Primo. Ouais. Ok, le Beach Club. Il y a une chaîne de divertissement où il s'est fait connaître en mangeant des poutines. Ouais. Mais, Olivier Primo, c'est du B2C. Olivier Primo, c'est du produit. Olivier Primo, c'est à grande échelle. Il y a besoin d'avoir une énorme audience pour être capable de la monétiser. Vendu consommable. Ouais. Moi, j'aime beaucoup plus. Puis, parler de nos clients, mettons, Imo Facile. Tu regardes le BCL, le bootcamp qu'ils font à chaque année. Ça, c'est un événement à regarder, par exemple. Tu fais comme, là, monétise une offre high-ticket dans le back-end avec des tickets qui sont quand même assez très dispendieux sur le front-end. C'est le Funnel Hacking Live Playbook. Là, c'est du Russell Brunson. Je suis beaucoup plus grand fan de... Dis-moi, comment dire, faire du divertissement pour faire du divertissement, spend des millions sur un événement pour spend des millions, puis pas break-even ou espérer break-even, ça m'intéresse pas. En tout cas, il faut que je fasse tellement attention à ce que je dis. Parce que... Tu espères break-even sur ton événement en physique? Non, c'est sûr que je vais être capable de faire de l'argent. C'est certain. Ok, je serais curieux de voir tes chiffres parce que moi, j'en ai organisé 3 à Montréal maintenant. Ouais. On est break-even sur certains, mais on est break-even en last minute avec les sponsors. On est break-even avec l'offre qu'on fait en back-end. Et on est carrément rentable en back-end, pardon. Je parle vraiment en front-end. Ah non, front-end, non, je parle d'argent, c'est certain. Non, ça ne me dérange pas. Comme, je le vois comme un low ticket funnel dans ce sens. Pour moi, un événement en personne, c'est un low ticket webinar. Genre, it is what it is. Les gens payent pour un siège au webinar, puis that's it. C'est vraiment ce que c'est. Mais non, ça ne me dérange pas de perdre d'argent sur le front-end. Fait que non, je parle être profitable avec le back-end. Ouais, c'est certain. Mais il y en a beaucoup qui sont même pas profitables dans le back-end aussi au Québec, là, qui font des événements, puis quand même avec l'offre, tout ça, c'est genre pas d'argent qui est fait. Là. Fait que pour moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas la patience pour build. Genre, on vient à Olivier Primo, qui je pense qu'il fait quelque chose de insane au Québec, puis j'adore sa chaîne, mettons, sur YouTube, qui a commencé à faire plus de vlogs maintenant, puis de contenu, puis tout ça.
Puis c'est un créateur aussi très diversifié, si on veut, parce que son audience qui achète ses produits, c'est monsieur, madame, tout le monde. Mais les coûts associés avec une entreprise d'événementiel comme le Beach Club sont insane. Je ne connais pas son modèle d'affaires, mais je suis prêt à garantir que c'est pas là qu'il fait son argent, que c'est un stage pour promouvoir Beach Day, ses boissons, etc., et que c'est là que l'argent allait. Oui. Mais tu sais, c'est un long-term play, là. C'est un long-term play beaucoup, là. Puis, tu sais, je me dis, pour avoir eu certains amis puis clients dans la restauration puis tout ça, ils vont tous te dire que, tu sais, dans l'alcool et tout ça, etc., là, tu commences à faire pas mal plus d'argent. Puis, tu sais, of course que lui, pousser sa propre alcool à travers son propre stage puis ses événements, c'est un big plus. Fait que peut-être qu'il fait de l'argent à travers ses propres événements en poussant sa boisson, mais comme je le vois plus comme étant ces événements, c'est du content, puis c'est du word of mouth, puis c'est du social proof pour son marketing material après ça pour ses boissons, puis son propre personal brand qui est capable de pousser dans les festivals, etc. C'est une campagne d'awareness. Ah, 100%. Ouais. Puis ça, c'est du long-term game. Tu sais, c'est difficile de tracker après ça, dollar in, dollar out, de genre, j'ai mis tant d'argent, puis combien je ressors. C'est très de l'intangible. Puis c'est là qu'il faut que tu fasses ça. Moi, je viens du direct response background, je pense, avec les ads. Fait que je suis habitué. Ouais, je suis habitué comme, faut que je sois capable de tracker tous les dollars que je mets là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, faire un événement peut-être un peu plus lean ou des choses du moins. Moi, si je suis capable de tracker le ROI, tant mieux. Mais si ça commence à être difficile, puis là, dans l'événementiel, on parle d'un lift, puis là, d'un brand lift, puis d'un conversion lift. C'est tous des pourcentages approximatifs, là, c'est tough, là. Ouais, c'est très subjectif. Ouais, c'est exact. C'est la grosse strat. Ouais. Trop bien. Il y a un dernier sujet que j'aimerais discuter avec toi, ça serait sur comment tu t'organises, parce que tu fais quand même énormément de choses. Comment tu t'organises au quotidien, comment tu fais pour rester au top. Tu es très jeune, tu as 24 ans, ouais. tu as bâti déjà beaucoup de choses. Comment tu fais pour garder ce rythme-là, pour être tout le temps au top et avoir tout le temps des nouvelles idées, tout le temps garder la motivation aussi, la rage, l'envie de toujours aller plus haut et servir toujours ton monde, parce que tu impactes des gens, tu as beaucoup de gens qui apprennent de toi. Comment tu fais pour tenir ça au quotidien? Je vais commencer avec la réponse plate en disant comme je saurais pas comment dire à quelqu'un comment avoir cette rage-là ou ce genre de motivation-là, parce que tu sais, ma femme qui est assise dans le background, par exemple, comme on en parlait hier soir, de mon côté, comme je suis pas capable de le turn off. Genre, j'essaie d'être intentionnel. Comme, c'est pas rare que, écoute, ça fait 1 an, j'ai un pad de notes avec un crayon à côté sur ma table de chevet parce que comme j'ai tellement d'idées qui me viennent dans la nuit qu'il faut que j'écrive. Comme, je suis pas capable d'arrêter. Genre, j'ai toujours des idées. L'analogie que je donnais, c'était, j'ai écouté des documentaires, des films, des émissions, lu des livres, des biographies, bref, d'artistes, genre d'artiste qui devient quasiment fou à cause de son art, là, puis que comme c'est le feu qui le passionne, mais c'est le feu qui le consume aussi, comme c'est sa perte également. Genre, je me sens de même des fois, là, comme littéralement, genre c'est tout pour moi, mais en même temps, comme c'est trop, tu sais, puis fait que moi, c'est ça, ça me fâche quasiment quand quelqu'un me dit comment tu fais pour être motivé, genre, comme je sais pas comment ne pas être motivé, genre, genuinely, comme it is what it is, je sais pas quoi dire. Okay. Fait que ça, c'est tough, honnêtement, j'ai ce feu-là inné. Alors la question, je vais la poser autrement. Ouais. C'est pas... donc là, je comprends. Ce que je dirais, ce serait comment tu te mets dans la meilleure position pour justement obtenir le meilleur résultat de ce feu-là intérieur, parce que tu pourrais être destructeur aussi. Ça pourrait être faire complètement autre chose, perdre ton temps sur des choses inutiles. Comment tu fais pour te mettre dans de bonnes positions et créer beaucoup de choses? Ouais, c'est une bonne question. OK, ouais. Puis là, je pense que je suis capable de parler un peu de ça. Je peux donner des exemples de patterns destructeurs que j'ai également. Parce que d'un point de vue positif, moi, de mon côté, je suis très systématique. Fait que je regarde, j'ai une routine, puis comme... Une routine, pour moi, c'est non négociable. C'est même pas comme j'ai un choix, puis ça aussi, je suis assez autodidacte dans le sens que si je me mets une routine, comme, c'est sûr, je vais le faire. Genre, si c'est dans mon agenda, c'est sûr, je vais le faire. Si j'ai une tâche dans mon agenda, si j'ai un événement dans mon agenda, comme ça sera pas repoussé, c'est sûr, ça va être fait aujourd'hui. Fait que je ne vis que par mon agenda, puis tout est planifié, comme chaque journée, y compris la fin de semaine, comme tout est dedans. Là. Genre, j'ai des rappels à chaque jour, j'ai des tâches à chaque jour, puis comme, je veux dire, j'en reviens, mon mariage est de la même façon. Là. Je veux dire, comme, c'est à peine si ma femme ne doit pas me mettre un rappel pour comme sortir les poubelles. Là. Dans le sens que c'est comme littéralement, tout est écrit, puis je le fais juste si c'est écrit. Là. Okay. Fait que, il y a cette systématisation-là, je pense, qui aide. De l'autre côté aussi, je pense que de mettre des genres de blocs aussi comme intentionnels, fait que je reviens avec le fait que moi, tous les matins, c'est du deep work time. Je prends pas d'appel les matins.
Fait que moi, le matin, j'ai comme 1 à 3 grosses tâches que j'ai normalement dans un matin. Puis là, c'est là qu'il faut que je fasse ça ce matin-là. Mais du task switching, c'est quelque chose que je faisais avant qui était comme destructeur, encore une fois, là, que genre ça siphonne mon énergie puis mon focus. Donc, matin, deep work. Après-midi, c'est là que je batch les appels. Fait que gros fan aussi de batching. Fait que matin, deep work, je batch ces tâches-là. Après-midi, appel, je suis stack, back-to-back en appel là-dedans. Si j'ai des trous, je vais normalement demander à mon assistante, essaie de reach out à ce client-là pour bouger l'appel pour que tout soit stacké. J'aime mieux être comme back-to-back pendant 4 heures qu'avoir des trous là-dedans. Donc, je pense que cette structure-là m'a aidé. Mais un exemple de l'obsession qui tourne au point de vue négatif, et dans le temps et aujourd'hui, je veux dire, j'ai un screen time quand même assez élevé. Moi, du moment que des fois, je vais faire face à un roadblock ou comme quelque chose que je suis pas capable de process tout de suite, je vais sortir mon cell, je vais scroll. C'est comme mon tic, si on veut. Là. Genre, je vais beaucoup faire ça. Sinon, j'ai des OCD de fou aussi. Là, comme, genre, je quadruple check tout le temps si j'ai mon téléphone dans mes poches, mes clés. J'ai-tu bien barré la porte? J'ai-tu oublié le four? J'ai des tendances comme très maniques, là, si on veut, avec certaines choses. Et ça, c'en est dans l'aspect négatif de comme cette obsession-là qui comme se manifeste dans genre j'ai le besoin de tout contrôler. Fait que je deviens obsessif sur des petites choses. Là. Fait quoi? Le screen time, tu peux le contrôler? T'as mis des choses en place ou... J'ai essayé, mais après ça, là, ça rentre dans le complexe d'autorité. J'aime pas ça quand mon téléphone pop et dit t'es passé dans screen time. J'étais comme who the fuck are you? Like, this is my phone. Genre, laisse-moi faire ce que je veux faire, mais j'aime pas ça, mais des limites. J'ai trouvé la solution à ça. Moi, j'ai le screen time avec le code. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai dit envoie-moi un message sur WhatsApp parce que je savais que je pouvais plus te reach out sur Insta. Parce que j'ai un screen time qui bloque et le code, c'est ma femme qui l'a. Et j'ai trop d'ego pour aller lui demander ouais, je veux pas avoir le code du screen. J'ai plus d'Instagram, s'il te plaît. Du coup, j'ai plus jamais demandé. Nice. C'est 5 minutes, 10 minutes sur l'ordi. Nice. Mais des fois, c'est un peu chiant quand même. Mais ça me force à. Je comprends, ouais. Honnêtement, j'ai comme essayé que ce soit... tu sais, il y a les petites affaires aussi. Je sais pas si tu as déjà vu ça, le brick, là, que ça s'appelle. Tu tapes avec ton téléphone, ça lock ton cell, puis genre là, ça lock. Oui, j'ai vu une pub de ça. Ouais, genre cette petite bidule-là. Sinon, une app Opal aussi pour le screen time. Fait que tout ça, à chaque fois, je fais comme... Là que ça m'enrage encore plus. Je me dis, ouais, comme, comment tu me bloques? C'est mon téléphone, genre, c'est moi qui paye pour ça. Je vais pas l'utiliser, genre... En tout cas, je trouve... À chaque fois, je retourne, puis je fais comme, oublie ça. Trop bien. Écoute, je te remercie. On va clôturer là-dessus. Good. C'était un plaisir.